Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Mélancolia, 27 ans, qui voudrait écrire, mais n'assume pas totalement être une artiste. Elle se demande si elle doit abandonner son rêve. Je m'appelle Mélancolia et j'ai 27 ans. Si je m'adresse à toi aujourd'hui, c'est pour te parler d'un problème que j'ai et qui m'obsède depuis un petit moment. J'en parle pas à mon entourage parce que je me dis qu'il serait incapable de comprendre. J'ai jamais vraiment trouvé ma voie dans la vie. J'ai toujours été la nana qui était un peu à côté de ses pompes, qui était un peu bizarre, un peu à l'ouest, qui donnait pas forcément les mêmes réponses que les autres, qui avait une mentalité différente. J'ai toujours été ce genre de fille. Il y a une partie de moi qui a toujours voulu travailler dans le médical. Et je m'y donne encore à fond et je m'y suis donnée aussi à fond à une époque. Mais disons que j'ai un autre côté qui prend beaucoup le dessus en ce moment. C'est mon côté artistique. J'écris beaucoup. Des histoires, des critiques de films, ce genre de choses, des analyses. J'ai toujours une idée en tête, je sais toujours quoi écrire, ça a toujours été ma passion d'écrire, mais le souci c'est que ça fait un petit moment que ça m'obsède. En fait, il y a une énorme partie à l'intérieur de moi qui crie en fait, qui a besoin de sortir, c'est ce côté artistique je pense. Et ça fait quelque temps que ça m'obsède et je suis en train plutôt d'écrire un scénario et j'arrive pas à aller au bout. Parce que il y a des jours où je me dis ça va fonctionner et 2 minutes après, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit que, avec la chance que j'ai, ça ne marchera pas. Je sais pas si c'est un problème de confiance en moi, mais disons juste que pas que ça me pourrit la vie, mais que ça m'obsède beaucoup. Je veux dire, je suis plus toute jeune. J'ai 27 ans. J'ai l'impression que ça marchera jamais pour moi. Enfin voilà, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois abandonner ce rêve, entre guillemets, ou si je dois continuer. Voilà, j'espère que tu auras des conseils à me donner. Chère Mélancolia, je connais bien ce sentiment dont vous parlez. Cette urgence, cette conviction que vous portez en vous et qui vous pousse à écrire, et cette peur paralysante de vous lancer parce qu'après tout, pourquoi vous, ici, maintenant? Écrire c'est pour les autres, les gens qui habitent le 6e arrondissement de Paris, ou en fréquentent les cafés. Écrire c'est pour ceux qui ont grandi dans un certain milieu, où les écrivains en puissance et les acteurs et les metteurs en scène s'épanouissent naturellement. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu écrire. En faire mon métier, ma vie. Mais je l'ai tue pendant des années. Une bonne grosse décennie au moins. Autour de moi, quand on demandait ce qu'on voulait faire ou devenir plus tard, personne ne répondait auteur ou autrice. Pour être honnête, j'ai connu un artiste au lycée, qu'il est d'ailleurs devenu professionnellement, mais il avait un talent incontestable reconnu de tous. Moi je ne pouvais pas prouver mon talent, si j'en avais. Je pouvais juste avoir l'air de quelqu'un de vaniteux. Et dans ma famille, la problématique était la même. Écrire, dire je veux écrire, ça ne veut rien dire. Ça ne ressemble pas à un métier. C'est une voie qui n'existe que chez ceux qui ont déjà de la chance. Et moi je ne venais pas de là. J'en ai beaucoup souffert. À ce stade, vous vous demandez donc ce qui s'est passé pour que je finisse par vivre de ma plume, et je vais être très claire. J'ai tourné autour du pot pendant de longues années. Et puis je me suis enfuie aussi. J'ai quitté le monde où écrire n'était pas une option pour entrer dans celui où c'était un petit peu plus accessible. Je suis partie sans me retourner, et chaque jour qui passe m'en éloigne un peu plus. Écrire alors, est-ce que ça a du sens? Je crois que ça n'en a que si on s'en donne la peine, que si on s'acharne, que si on évolue autour de ça. Écrire, ça se fait avec conviction, mais ça se fait aussi chaque jour. C'est donc impossible de le faire en dilettante. Je crois aujourd'hui que ce qu'on appelle les gens qui écrivent, certains viennent en effet du 6e arrondissement ou de ses environs, et d'autres le font parce que c'est une urgence, parce que c'est comme respirer, parce que c'est leur façon d'exister. Ils n'ont pas le choix, alors ils apprennent à l'accepter. Ils sont des gens qui écrivent et puis c'est comme ça. Dans leur cercle, on se moquera peut-être d'eux, surtout s'ils n'ont jamais signé un contrat avec un éditeur ou techniquement publié quelque chose, mais en fait avec les années, on s'habituera à les voir toujours sortir un carnet avec un stylo,
ou prendre des notes sur des petits papiers qu'ils glisseront dans une de leurs poches pour en faire quelque chose plus tard. Où que ça vous mène, et c'est un conseil que je donnerai à tout le monde, velléité d'écriture ou pas, je vous conseille de ne pas aller contre votre nature profonde. Vous voulez écrire, ça vous brûle de l'intérieur ou c'est comme une évidence, alors écrivez. Cela ne veut pas dire que vous allez véritablement exister de l'écriture ou gagner votre vie facilement. Mais comme pour le loto, 100% de ceux qui ont réussi ont tenté leur chance. Cela ne fait pas de vous une personne pédante, mais cela vous donne une identité qui peut-être dérangera. Une partie de vous a besoin de se recueillir en elle-même, d'observer le monde et de le digérer, de le passer par un prisme unique qu'il va falloir que vous appreniez à maîtriser avant de le partager. Mais je suis convaincue qu'éteindre une voix que vous entendez déjà est un gâchis monstrueux. Rien ne vous empêche de vous plonger à corps perdu dans l'écriture pendant un temps, de vous donner les moyens d'y arriver le temps que vous pourrez, avant de revenir sur des chemins plus conventionnels, si la vie vous y oblige, ou si les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Mais ces grandes espérances, vous les aurez acceptées et vous les aurez embrassées. Et si l'histoire s'écrit comme ça, vous les quitterez sans regret. C'est un sentiment plus doux, je crois, que de se répéter toute sa vie « J'aurais voulu écrire, mais je ne l'ai pas fait ». Pour parler de création artistique et de doute, j'ai contacté la thérapeute, actrice et autrice Emmanuelle Scali. Qu'est-ce qui nous bloque à nous lancer dans la création artistique ? En fait, ce qui nous bloque lorsqu'on a des velléités artistiques et qu'on veut se lancer dans la création d'un projet artistique, on fait face à deux obstacles, qui est d'une part la peur de se lancer et d'autre part en fait les croyances limitantes que l'on a à propos de soi et de ses capacités. En général, en fait, dans cette situation, la peur nous maintient dans l'inaction et nos croyances limitantes nous confortent dans cette situation. En fait, on possède tous des croyances limitantes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et le principe des croyances limitantes, il est simple, il est de nous empêcher de vivre notre existence, en fait, à son maximum au niveau de notre potentiel. En gros, c'est la petite voix dans notre tête qui va nous rappeler à tout moment qu'on n'est capable de rien, du style je suis pas assez doué pour réussir, je vais forcément échouer, les autres sont toujours meilleurs que moi, etc., etc. Donc, quand il est question de création artistique, il est très très facile de tomber dans ces croyances parce que en général, développer un talent artistique, ça s'apprend pas à l'école comme 2 + 2 = 4 en fait. Donc, c'est se plonger dans l'inconnu. Et puis, on peut avoir des croyances qui vont nous faire vivre, par exemple, cette idée que tout le monde a déjà tout écrit sur tout. Il y a déjà d'autres, je sais pas moi, d'autres peintres qui ont fait des tableaux magnifiques, d'autres sculpteurs extraordinaires, d'autres comédiens bien plus forts que moi. Alors pourquoi est-ce que moi je réussirais ? En fait, lorsqu'on réfléchit à la création artistique de ce type-là, on est confronté à la notion de concurrence et à la notion de légitimité. Donc on se dit que on n'est pas forcément légitime et ça peut nous inciter à sombrer dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et puis surtout, on peut avoir l'idée un petit peu douloureuse que tout le monde s'en fiche en fait de ce que moi, personnellement, j'ai à dire. Donc les croyances limitantes peuvent nous faire croire qu'on n'est pas assez intelligent, pas assez doué, pas assez persévérant et que d'une certaine façon, on n'a rien d'exceptionnel à apporter au monde. Pourquoi on a tendance à avoir honte de dire aux autres qu'on a des velléités artistiques ? C'est assez compliqué. C'est-à-dire que quand on a des velléités artistiques, on a envie de poser un regard sur le monde particulier et de dire comment soi-même on voit le monde. C'est-à-dire que quand moi je vais poser un regard artistique sur le monde, je vais dire quelque chose de ma vision du monde et je vais dire quelque chose de moi. Mais comme je vais parler de moi, en fait, je vais donner à voir ma propre vulnérabilité, c'est-à-dire qui je suis, ce en quoi je crois profondément et quel regard si particulier je pose sur le monde. Or, si je me donne à voir dans ma propre vulnérabilité, eh bien, évidemment, je suis fragile, je suis atteignable. Puisque je rentre pas forcément dans le moule, je vais dire qui je suis.
Et tout le monde, en fait, vous comme moi, depuis qu'on est enfant, on a fait des expériences où on a dit des choses qu'on pensait, et puis il y a des gens qui se sont moqués de nous, en fait. Ou bien gentiment, ou bien parce que eux pensaient différemment, ou bien parce que les autres en face, en fait, étaient impressionnés par le fait qu'on prenne la parole, même si c'était tout petit, et puis qu'ils ont un petit peu rigolé de nous. Et ça, c'est resté à l'intérieur de nous, et donc ça fait que c'est pas facile. D'autant que, et je reviens, j'en ai parlé juste avant, mais l'école souvent ne favorise pas en fait la prise de position ou l'affirmation de sa propre pensée. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que beaucoup d'entre nous en fait ont fait l'expérience des notes, et en fait vous avez des notes sur 20, et puis ensuite à chaque fois que vous faites des erreurs, vous perdez des points. Ça vous incite pas tellement en fait à affirmer ce que vous pensez ou à dire ça je ne sais pas. Et donc le regard social peut être très très fort. Donc ça peut être une des raisons en fait pour lesquelles on va pas oser dire qu'on a des velléités artistiques. La première raison étant la mise en scène de cette propre vulnérabilité, la mise en lumière de notre propre vulnérabilité, et deuxièmement, le regard que les autres peuvent porter dessus. Pourquoi le monde semble opposer la voie raisonnable, celle des études puis ensuite du CDI, à la voie artistique ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord parce que la voie des études est une voie qui permet malgré tout de donner une structure. C'est-à-dire que si vous êtes parent, vous allez découvrir très rapidement que en fait vos enfants en fait sont une source de joie, de réflexion aussi, d'émotions inépuisables. Mais en même temps, pour que les enfants se développent bien, il leur faut de la structure. Et c'est tout l'intérêt de l'éducation que je pourrais appeler moi l'élévation, puisqu'en fait plus que d'éduquer les enfants, on peut dire qu'on élève nos enfants et qu'on s'élève avec eux. C'est-à-dire on grandit en fait en ayant des enfants. Mais pour cela, il faut pouvoir être structuré. Un petit peu comme de temps en temps, pour certaines plantes, on leur met un tuteur pour que ça parte pas dans tous les sens, que ça se disperse pas, que ce soit pas tout fouillis. L'éducation et l'école permet cela en fait. Elle permet de donner une certaine structure. Et ça, je crois personnellement que c'est très positif. Ensuite, ce qu'il se passe, en fait, c'est que la voie raisonnable des études, puis du CDI, est une voie de sécurité, en fait, qui va nous permettre, d'une certaine façon, de pouvoir assurer le quotidien, de pouvoir payer un loyer, acheter à manger, etc. Donc, on est à l'endroit de la sécurité. Là où la création artistique, tout en prenant un cadre, attention, j'ai très envie de vous rappeler ces vers de Boileau qui nous dit ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous raconte là, Boileau, lui qui a énoncé la règle des 3 unités dans le théâtre du XVIIe siècle? En fait, il nous dit clairement, Boileau, que on a besoin en fait d'une structure pour pouvoir avancer. Et donc, sans structure, en fait, on peut pas créer les choses exactement comme on le souhaiterait. Ceci étant, la voie artistique est une voie à la fois extrêmement cadrante. Je sais pas, il suffit de regarder les danseurs classiques pour voir à quel point il y a une notion de discipline qui est extrêmement importante, ou les musiciens dans l'apprentissage en fait de l'art. Mais en même temps, il y a la nécessité, pour ne pas être totalement académique, de laisser parler qui on est et sa vulnérabilité, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi sa liberté. Et on voit bien à ce moment-là comme il y a 2 valeurs en fait qui s'entrechoquent, qui sont la valeur sécurité et la valeur liberté. Dans la création artistique, la valeur liberté est très très forte. Sauf que c'est une valeur qui peut déranger puisque c'est une façon de s'exprimer différemment. Et surtout, elle met en retrait la valeur sécurité. Ça veut dire que quand vous vous engagez dans une voie artistique, eh bien la sécurité est moins grande. Comment passer outre le blocage du « ça ne marchera pas » ? En fait, on n'en sait rien. En général, on fonde le « ça ne marchera pas » sur des expériences passées, c'est-à-dire qu'on fonde notre avenir sur notre passé, c'est-à-dire qu'on va considérer d'une certaine manière que nos expériences passées déterminent nos expériences futures. Ce qui est, à mon avis, absolument terrible. Alors moi, je suis psychanalyste, j'accompagne les gens en psychothérapie, etc. Bien entendu, je suis pas en train de dire que le passé n'a pas d'influence sur ce que nous vivons. Il en a une, c'est certain. Mais il en a une jusqu'au moment
où on commence à être conscient qu'il en a une et qu'on modifie cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, notre futur ne dépend pas de notre passé. Donc ça n'a pas marché avant, donc ça marchera pas plus tard, ça tient pas du tout la route. Ça n'a pas marché avant, je tire les leçons de ce qui n'a pas marché, en partant du principe évidemment que ça pourra marcher plus tard. Et ça, c'est beaucoup plus judicieux, en fait. Et ça marche. Moi, je le vois dans le cabinet avec les gens que je reçois en psychothérapie, mais aussi en coaching. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a cette croyance-là ? Eh bien, parce que peut-être, parfois, c'est plus facile, et je pèse mes mots, c'est plus facile d'échouer que de réussir. Pourquoi est-ce que c'est plus facile d'échouer ? Eh bien parce que se maintenir dans une spirale de l'échec, c'est se maintenir à un endroit connu. C'est-à-dire que j'ai déjà échoué, je rééchoue, etc. Je connais ça. En revanche, passer d'une spirale de l'échec à une spirale de la réussite, c'est-à-dire passer d'une situation connue de « je suis nul, je suis bon à rien, je n'y arrive pas » à une situation inconnue de « ah, tiens, j'y arrive ». Oh, tiens, je suis capable, c'est très compliqué. Notamment lorsqu'il y a des conflits de loyauté. C'est-à-dire que si dans votre entourage, dans votre famille, les gens ne croient pas à la possibilité de votre réussite artistique, vous pourriez avoir envie de réussir et vous donner tous les moyens de réussir, soit pour leur prouver que vous en êtes capable, mais vous pourriez aussi, à un certain niveau, ne pas vouloir inconsciemment réussir afin de leur donner raison. C'est ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Et enfin, je lui ai demandé quels conseils de lecture et de film elle aurait pour quelqu'un qui aurait le rêve de devenir artiste et qui aurait peur de se lancer. Peut-être Billy Elliot, je trouve que c'est un film extrêmement sensible qui évoque vraiment la question de la sublimation artistique à travers l'histoire de ce petit garçon qui veut faire de la danse et puis qui parle beaucoup aussi du regard de l'autre. Ça parle aussi de l'exigence en fait, puisque la danse est un sport extrêmement exigeant, donc un art extrêmement exigeant, donc c'est peut-être le premier film en fait qui me viendrait à l'idée. Ensuite, j'ai envie de dire, en termes de lecture, alors là, on va passer à quelque chose de beaucoup plus classique, mais j'aurais envie d'inviter les gens qui nous écoutent à relire la Poétique d'Aristote, mais aussi Boileau, puisqu'il disait 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je suis en pleine citation de Boileau aujourd'hui. Et peut-être lire Shakespeare aussi, ou Racine, enfin des auteurs qui ont vraiment travaillé et qui se sont donnés plusieurs fois sur leur texte. Et puis, alors moi, un de mes films fétiches, c'est Amadeus, et je trouve que c'est un film extrêmement intéressant sur la question de la création artistique et de la liberté. Pourquoi ? Parce qu'on a deux points de vue. En fait, on a le point de vue de Salieri, qui est quelqu'un qui travaille très dur pour arriver là où il en est. C'est un personnage extrêmement touchant, à la fois très violent et noir, mais en même temps très touchant, et qui se sacrifie pour son art, mais où on oublie d'être libre. Alors que face à lui, en fait, il y a Mozart, qui est une espèce de feu follet, qui va mourir, en fait, de son expression artistique et de son côté très adolescent, mais qui, en même temps, dans le film, puisque c'est pas vraiment la véritable histoire de Mozart, on est bien d'accord, mais qui, en même temps, dans le film, est l'expression même d'une absolue liberté. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir le roman « En finir avec Eddie Bellegueule » d'Édouard Louis. Il y est question de transfuge de classe, d'avoir besoin d'écrire et de quitter un monde pour sa propre survie. C'était C'est compliqué le podcast. Merci aux merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.